Eh bien, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue et puis une merveilleuse année 2018. Nous sommes ici pour la conférence Comment vivre une vie simple et paisible quand on est hypersensible. C'est la première fois que vous me voyez sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie. Je vais me présenter dans quelques minutes et puis voilà, je suis en présence d'Adrien Piré qui est thérapeute psychocorporel et enseignant. Est-ce que tu nous Ouais, entends, je Adrien? t'entends bien là. Il y a eu un petit raté, mais je t'entends bien maintenant. Bonjour à toi et puis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent d'un peu partout, comme on peut voir dans le chat. Ça fait waouh, cosmopolite aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Voilà. Et bonne année, comme tu Donc, dis. oui. Nous allons commencer par un petit test rapide de son et d'image. Donc, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Et puis, une fois vos réponses arrivées, on pourra attaquer. Puis, je vais profiter justement de ce temps-là donc pour me présenter en deux mots. Donc, je m'appelle Cédric Dupuis. Je suis thérapeute Reiki, coach diplômé de l'Institut de Genève. Et puis, j'accompagne des personnes à suivre leur mission personnelle, leur mission de vie. Et dorénavant, donc, je suis animateur sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie et j'aurai le plaisir d'être avec vous tous les lundis, histoire d'être sûr. Le son est parfait, Chantal nous dit. Karine, oui, parfait. Ben, merci beaucoup pour vos retours. Donc, on va pouvoir attaquer. Alors, on est ici dans dans un espace bienveillant. Donc, n'hésitez pas à oser être vous-même, à poser vos questions. On prendra vos questions au fur et à mesure de la conférence, si c'est en rapport avec ce qu'Adrien est en train de parler. Et puis sinon, voilà, on se réserve un temps en fin de conférence pour répondre à toutes vos questions-réponses. Donc n'hésitez pas, surtout, à poser vos questions au fur et à mesure dès que ça vous vient. Mettez sur le chat et puis même si ça défile, je reviendrai dessus. Bienvenue encore une fois à tous et nous allons attaquer. Adrien, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Ok, mais je te remercie. Comme tu m'as présenté tout à l'heure, j'ai choisi de me présenter à vous ici pour l'Académie Nouvelle Vie en tant que thérapeute psychocorporel et enseignant spirituel. Et je suis tout une conscience libre qui qui est incarné dans un corps et qui s'exprime à d'autres corps. Alors moi j'ai préparé j'ai préparé une petite présentation PowerPoint. Là, je vais brancher mon écran pour que vous puissiez voir. Alors de mon côté, c'est OK. Je vois ton PowerPoint, donc n'hésitez pas à nous dire si vous le voyez. Mais voilà, je voulais vous commencer par vous remercier. En fait, moi je suis assez surpris et agréablement surpris que vous ayez choisi de consacrer du temps ce lundi après-midi, heure d'Europe. Moi je suis actuellement en Thaïlande, même si je suis originaire de Belgique. Donc je vais vraiment vous remercier en fait simplement d'avoir choisi de passer votre temps avec moi, avec nous. Je tiens à respecter votre temps, donc assez rapide. J'ai pas mal de choses à partager avec vous. En tout cas, il y a des choses que j'ai prévues. J'aime bien quand c'est un peu libre et quand on peut interagir les uns avec les autres. Donc, comme disait Cédric, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et on prendra le temps d'y répondre si ça a évidemment un rapport avec le sujet abordé. Et puis, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, je vais peut-être aller un peu vite pour essayer de dire un maximum de choses dans le court laps de temps que nous avons. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Mais encore une fois, merci. Merci d'être là, si nombreux, et puis avec des origines si diverses. J'ai vu un petit peu partout dans le monde, vous êtes là aujourd'hui. Ça m'impressionne un peu, je vous avoue. Je ne suis pas habitué de faire des présentations, conférences devant autant de personnes différentes en même temps. Donc voilà, je, je me suis déjà un petit peu présenté. Donc thérapeute psycho. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que je fais exactement dans le concret? Je dirais, c'est que j'accompagne les êtres sensibles et hypersensibles à se libérer du stress, de l'angoisse, du doute et de la culpabilité afin de pouvoir vivre une vie plus simple et plus paisible. Et c'est pour ça le thème de cette présentation de ce soir. Donc j'ose imaginer que si vous êtes là, c'est que vous vous êtes reconnu d'une certaine manière dans la recherche d'une certaine paix, d'une certaine simplicité dans votre vie, et puis que vous êtes reconnu aussi dans le fait d'être particulièrement sensible. Et je pense que pour la plupart des personnes qui suivent l'Académie de la Nouvelle Vie, vous êtes des personnes sensibles. Alors mon intention ce soir, c'est vraiment, au-delà de passer un bon moment avec vous, de vous aider à pouvoir vous coucher chaque soir l'âme en paix, à commencer par ce soir. Est-ce que ce serait OK pour toi de couper le micro?
Le programme que je vous ai préparé ici, je pense que pour la plupart, vous avez peut-être déjà lu. J'ai l'intention de vous parler des deux pensées qui causent le plus de souffrance, de la croyance que 99% de la population ignore et qui est à la racine de ces deux pensées. Pourquoi la majorité des recettes du bonheur, ou pour se libérer des pensées ou émotions négatives, ou toutes les formules, les techniques, les pratiques, les thérapies qu'on peut pratiquer sont vouées à l'échec. Et j'expliquerai un petit peu plus pourquoi je parle d'échec tout à l'heure. Et enfin, non pas enfin, c'est pas terminé, les 3 étapes simples pour vous libérer d'un mental hyperactif ou d'émotions débordantes sans même avoir à méditer, et les 5 pièges que le mental essaiera de vous tendre dans votre chemin de libération. J'espère avoir le temps de pouvoir partager tout ça, sinon on pourra faire des raccourcis. Et enfin, comme Cédric l'a dit tout à l'heure, on prendra vraiment le temps de répondre à vos questions. Moi, je me tiens disponible pour vous, juste pour savoir si vous êtes les personnes concernées par ce webinaire. Je vais vous parler de à qui j'avais l'intention en tout cas d'adresser ce webinaire, mais je m'adresse à ceux qui, si vous êtes dans cette situation, vous vous sentez souvent incompris ou incomprise, si les autres disent de vous que vous pensez trop, si vous vous prenez trop la tête ou qu'on vous dit que vous vous prenez trop la tête ou que vous avez l'impression que vous vous prenez trop la tête, si vous avez l'impression de venir d'une autre planète, parfois, si vous vous sentez trop sensible. Donc clairement ici, je parle aux personnes sensibles ou hypersensibles. Aussi, si vous aimeriez trouver le bouton stop à votre mental mais que vous ne savez pas où il se trouve, si vous ressentez de la fatigue, d'être sans cesse submergé d'émotions sans toujours savoir ou comprendre pourquoi, si vous ressentez du stress, des angoisses, des inquiétudes ou une forme de tristesse, parfois sans raison apparente, et si vous aimeriez incarner le changement que vous voudriez voir dans le monde, mais souvent vous désespérez et vous avez l'impression que rien n'a de sens, alors cette présentation est pour vous. Alors, pourquoi c'est important pour moi de vivre en paix et de vivre une vie simple? En fait, il suffit d'ouvrir la télévision, d'allumer sa télévision et de regarder le journal télévisé pour se rendre compte qu'il y a de la violence, il y a de la souffrance partout dans le monde, à plein d'endroits, à plein de moments, tous les jours. Et même si on ne va pas aussi loin que d'aller voir dans le monde, ailleurs que dans notre propre vie, on peut se rendre compte que dans nos propres vies, au niveau personnel, au niveau individuel et interpersonnel, il y a aussi déjà beaucoup de petites violences, petites souffrances, plus ou moins intenses, plus ou moins répétées, qui font qu'on n'a pas une vie paisible et qu'on n'a pas une vie simple, qui font qu'on se perd, on se démène avec notre propre existence, on est parfois en lutte. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, j'avais envie de commencer, en dehors de cette petite présentation, par vous proposer un exercice tout simple qui va durer moins de 2 minutes, simplement dans l'intention de nous relier, de nous connecter tous les uns et les autres, de façon à un peu synchroniser nos vibrations, nos énergies, on pourrait dire ça comme ça, puisque nous sommes ici nombreux, et je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais personnellement j'ai l'impression de pouvoir ressentir la présence d'un petit peu tous les gens qui sont connectés dans la même intention et dans la même direction, qui sont focalisés sur cette même présentation. Et voilà, une histoire d'harmoniser, puisque nous sommes de nombreuses personnes toutes très différentes, avec des états d'esprit, avec des états de conscience, avec des états émotionnels peut-être très différents. Et mon intention à travers ce petit exercice, si vous voulez bien vous y prêter, c'est simplement de nous relier et de nous synchroniser. Je vous invite à trouver une position confortable et à fermer les yeux. Et puis vous allez prendre 3 grandes inspirations et expirations un peu plus amples et un peu plus lentes que d'habitude. Commencez par un premier inspire. Voilà, et à l'expire, vous laissez aller toutes les tensions corporelles s'il y en a. Voilà. Oh, vous pouvez soupirer même bruyamment si vous voulez. Personne ne vous entend, a priori, si vous êtes seul chez vous. Puis encore un inspire profond et lent. Et à l'expire, vous pouvez juste déposer toutes les tensions émotionnelles qui pourraient être là, les émotions du passé, de la journée, de la semaine. Voilà. Un inspire à nouveau.
Et à l'expire, vous pouvez laisser aller toutes les pensées inutiles, les réflexions, les jugements. Voilà. Puis maintenant, laissez juste votre respiration être naturelle, redevenir naturelle. Et quelle que soit la nature de votre respiration maintenant, dans cet instant présent maintenant, juste accueillir comme elle est, observer comme elle est. Si elle est ample, c'est ok. Si elle est courte, c'est ok. Si elle est rapide, c'est ok. Si elle est lente, c'est ok aussi, tout est ok. Juste, vous êtes conscient, consciente de votre respiration ici maintenant. Voilà, simplement. Ok. Vous êtes conscient, consciente de la présence de votre corps aussi, des sensations corporelles. Peut-être vous pouvez, si vous le souhaitez, focaliser sur la plante de vos pieds. Sentir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe maintenant là, tout de suite, au niveau de la plante de vos pieds. Être à l'écoute, observateur, observatrice. Les sensations dans la plante des pieds. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien à attendre de spécial, rien à changer, rien à vouloir. Juste observer, être conscient. Ok. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas déjà expérimenté ça, vous voyez comme un simple petit exercice de juste prendre des plus amples respirations et focaliser sur les sensations, apaiser le mental. Je ne sais pas si vous avez ressenti une forme d'apaisement, vous pouvez me dire dans le chat, une forme de quelque chose qui se tasse, qui se calme. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout instant, à tout moment, juste observer votre respiration sans vouloir la changer et observer les sensations corporelles, et plus particulièrement dans la plante des pieds, si vous le pouvez, si vous le voulez. Ça a tendance à ancrer et à déposer un petit peu les pensées. Voilà, pour commencer. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je vous remercie pour tous ceux qui ont participé à cet exercice, qui se sont prêtés au jeu. Merci d'avoir synchronisé votre énergie avec le groupe. Ok. Du coup, je vous propose de démarrer. C'est vrai que j'avais oublié de mentionner ça dans le programme, mais je vais vous partager un petit peu de mon vécu pour vous dire qui je suis pour pouvoir vous parler de paix, d'hypersensibilité et de paix intérieure. Oui, j'ai eu 2 fois paix. D'hypersensibilité et de paix intérieure. J'ai préparé quelques images pour illustrer un petit peu mon parcours. Alors, comme vous vous en doutez, si je me permets de parler d'hypersensibilité, c'est parce que je suis moi-même hypersensible. Je l'ai toujours été, mais je n'ai pas toujours été conscient d'être hypersensible. Donc j'ai grandi dans un village, dans un petit village de campagne en Belgique, qui était très paisible, et dans une famille aimante et unie, et tout était assez simple pour moi dans l'enfance, même s'il y a des épisodes qui pourraient avoir indiqué que j'avais cette hypersensibilité, cette particularité, on pourrait dire, d'être surefficient mental aussi, on peut appeler ça généralement. L'hypersensibilité est un signe de surefficience mentale ou de haut potentiel, ou on appelle aussi on appelle ça aussi les surdoués, on appelle ça aussi les zèbres à l'heure actuelle. Tout ça sont des mots pour désigner des personnes qui ont une sensibilité particulière, non pas qui sont plus intelligents que les autres, mais qui ont une forme de manière de penser et d'être et de percevoir la vie, de percevoir les perceptions, les sens et le monde différents. Donc pour moi, ça ne s'est pas manifesté dans l'enfance. Je ne me suis pas rendu compte de cette différence dans l'enfance, mais c'est surtout à l'adolescence. Quand je suis parti à l'école à la ville, quand j'ai commencé mes études à l'adolescence, mes études supérieures, là j'ai eu véritablement un espèce de choc de civilisation quelque part. Un petit campagnard qui débarque à la ville et qui se retrouve confronté
à la violence du monde urbain, on va dire, et puis à la violence de l'école, et puis à la violence des autres enfants, et puis etc., etc. Et c'est là que les problèmes ont commencé pour moi. Et j'ai vraiment plongé en fait dans une profonde dépression avec ce choc, à travers mes premières histoires d'amour difficiles, à travers des résultats scolaires médiocres parce que je décrochais à l'école, parce que mon cerveau n'était pas fait pour rester assis et écouter pendant toute une journée un professeur. Je pense que ça doit parler à pas mal d'entre vous, j'imagine. Donc, j'ai vraiment sombré dans une dépression assez tôt, assez jeune, vers 13-14 ans, je dirais. Et à 15 ans, j'ai vraiment eu envie, enfin, j'ai ressenti l'élan de mettre fin à cette souffrance en mettant fin à mes jours, en fait. J'ai vraiment, on va dire, flirté avec la mort pendant un certain temps. Et un jour, j'ai pris la décision de me jeter du haut d'une falaise dans les carrières désaffectées du village où j'ai grandi. Et donc, un jour, j'étais vraiment une émotion très, très puissante m'avait submergé et j'ai couru en pleurant et en hurlant dans tout le village. Je suis arrivé en haut de la falaise et j'étais décidé à me jeter du haut de cette falaise. Et puis en fait, en arrivant en haut, j'ai vu mon père qui était tout en bas et qui m'avait rattrapé, qui m'avait suivi en voiture. Et j'étais pas du tout conscient qu'il m'avait vu partir de la maison et qu'il m'avait suivi en voiture. Et puis quand j'ai vu mon père en bas, j'ai pas pu sauter. Du coup, je me suis assis. Vous imaginez bien que j'ai pas pu sauter si je suis là pour vous parler. Je me suis assis au bord de la falaise et j'ai respiré. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est si dur pour moi? Et du coup, j'ai commencé à chercher. C'est là que ma quête de paix et de bonheur a commencé à 15 ans. Et pendant des années, j'ai cherché, en fait, j'ai voyagé, j'ai rencontré pas mal de gens, j'étais très avide, j'étais très curieux. Et notamment, il y a une rencontre importante dans ma vie avec une chamane énergéticienne qui m'a initié à la spiritualité, à l'ésotérisme, à différentes thérapies alternatives, notamment la kinésiologie, l'ayurveda, la médecine chinoise, tibétaine, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à vraiment me nourrir énormément de savoir, de plein de connaissances, de plein de techniques de thérapie et de savoir ésotérique, de connaissances spirituelles et d'expériences aussi spirituelles. Et malgré des années de pratique là-dedans, malgré des années de travail sur moi à tous ces niveaux, je continuais de souffrir, je continuais de ne pas comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et pourquoi je continuais de souffrir. Pourquoi tout semblait toujours compliqué, les relations, la vie, etc. Tout semblait compliqué. Et j'ai même tenté de me retirer du monde aussi pendant une année. C'était en 2010. Je suis parti vivre dans une espèce de communauté dans le sud de la France, dans les montagnes. Et puis même là, je me suis rendu compte que même isolé ne servait pas à grand-chose. Et puis, j'ai continué ma recherche. Je suis parti vers les philosophies orientales aussi. J'ai découvert la méditation, le yoga. Je me suis formé au tantra. J'ai pratiqué toutes ces techniques. Et malgré tout ça me semblait encore une fois, c'est super, hein, évidemment. Je ne critique pas et je ne crache pas sur tout ça parce que ça m'a apporté énormément de bienfaits et de bénéfices dans mon existence. Mais malgré tout, j'avais toujours cette sensation que c'était trop compliqué ou trop dogmatique ou trop rigide ou que c'était trop long pour retrouver la paix intérieure. J'avais l'intuition, j'avais la sensation, le pressentiment qu'il devait exister quelque chose de plus simple, plus naturel, plus rapide, plus direct pour retrouver la paix et surtout la maintenir. Et du coup, j'ai continué à chercher quelque chose de plus simple. Et c'est là que je suis rentré en contact, d'abord doucement, et puis de plus en plus intensément, je dirais, avec une pratique, une approche hindouiste, hindoue, je sais pas comment on dit, qui est vieille de plusieurs milliers d'années et qui est pas très connue, qui est assez méconnue. Ça s'appelle l'Advaita Vedanta pour ceux qui connaîtraient éventuellement. Et même cette pratique, en fait, quand j'ai découvert cette pratique, je ne comprenais rien du tout à ce qui se disait, mais je sentais un appel profond vers cette approche, vers cette philosophie, on peut appeler ça une philosophie. Et donc j'ai étudié, j'ai appris, j'ai mis en pratique, j'ai expérimenté, et j'en ai tiré vraiment de très nombreux bénéfices. En fait, j'ai découvert une sorte d'interrupteur qui me permettait, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition de l'existence, de retrouver à l'intérieur de moi la paix, le calme, la sérénité. Et donc, j'ai eu vraiment l'élan quand j'ai commencé à goûter à cette paix si facile, si simple, si directe, de partager ça avec d'autres personnes. Et donc,
j'ai un peu dépoussiéré, je dirais. J'ai voulu remettre au goût du jour cette approche parce que pour moi, elle est très, je sais pas comment on dit ça, très occulte, dans le sens où c'est très difficile d'accès parce que ça vient d'une autre culture, c'est très ancien, ça vient d'une culture orientale et nous, occidentaux, on n'est pas très, très habitués à cette culture, un petit peu comme le yoga a pu l'être il y a quelques années, quelques dizaines d'années. J'ai voulu partager en fait mes découvertes et mes expériences. Et j'ai aussi découvert que dans d'autres formes de recherche au niveau plus scientifique, au niveau des neurosciences, que ce que les pratiques hindoues apportaient comme bénéfice, en fait, venait vraiment, enfin, les neurosciences venaient confirmer, venaient expliquer de manière scientifique ce qui se passait dans cette technique, dans cette pratique. C'est juste une espèce de fonctionnement du cerveau qui est méconnu et qui est surtout mésusé, mal utilisé, et qui permet en fait de retrouver cette paix et cette sérénité et cette simplicité à n'importe quel moment, et si rapidement et si facilement. Donc j'ai voulu condenser tout ça, rassembler tout ça dans une méthode simple et accessible au monde occidental, moderne, pour justement partager en fait cette découverte, partager les bienfaits. Et j'ai appelé cette méthode l'ultime méditation. C'est une formation en ligne qui est composée de 4 modules assez courts, assez simples. Vraiment, mon souhait, c'était vraiment que ce soit simple, facile et sans effort. Et donc, c'est une vie qui ressemble, à mon avis, puisque elle peut se pratiquer n'importe quand, dans n'importe quelle position, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, sans avoir besoin de calme, de silence spécifiquement, sans avoir besoin d'adopter une posture, sans avoir besoin de réciter de mantra quelconque, sans avoir besoin de visualiser quoi que ce soit, sans avoir besoin non plus de vénérer ou d'adorer un gourou, une idole ou un dieu particulier. C'est ça que j'ai cherché à faire aussi, c'est de rendre la chose universelle et spécifiquement non dogmatique. Et donc, je pense que Cédric pourra vous activer un petit bouton pour, si vous êtes curieux de savoir plus sur l'utilisation et de découvrir le programme. Oui, alors Adrien, je vous ai mis un petit bouton justement qui doit apparaître en dessous du chat et donc vous pouvez retrouver le programme d'Adrien si vous le souhaitez, l'ultime méditation. Et je voulais vous partager en fait quelques témoignages de personnes qui ont pratiqué, qui ont rejoint l'ultime méditation, donc je ne sais pas si je l'ai mentionné, il me semble que oui, c'est une formation en ligne en fait, en forme de vidéo. Vous avez des exercices sous forme de pistes audio, vous avez aussi des retranscriptions des vidéos en format PDF. Et donc il y a Marie qui m'avait envoyé comme message: depuis plus d'1 mois, je pratique l'ultime méditation tous les jours, souvent le matin. Depuis le début, cela me mène à un état de paradis qui baigne tout mon quotidien. Quand il y a une crise, j'écoute la courte méditation de 7 minutes. Gratitude, gratitude, gratitude. Il y a Daniel qui m'a dit: quand je fais l'ultime méditation, je n'ai plus aucune douleur physique alors que j'ai des douleurs chroniques depuis 43 ans. Ou encore Christine qui m'a dit: bonjour Adrien, je voudrais juste te remercier pour cette ultime méditation, à la fois d'une simplicité extrême et d'une grande puissance. Elle m'accompagne chaque jour. J'avais encore le témoignage de Eliane qui m'avait dit: bonjour Adrien, cette pratique m'aide dans ma vie quotidienne et la paix et l'amour font partie de ma vie tant personnelle que professionnelle. En effet, je suis enseignante et je pratique des moments de pause avec tous mes élèves. J'ai des retours très positifs de mes élèves et des parents. Je te remercie. À chaque fois que je vais en conscience à l'intérieur de moi, je touche mon être éternel, merveilleux, rempli de joie et d'amour. Le fait de pratiquer me permet de rejoindre mon être ultime qui est toujours présent et disponible à tout moment. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, l'ultime méditation me comble. La difficulté passe et le merveilleux reste. Merci Adrien. Moi je remercie infiniment Eliane, Christine, Daniel et Marie pour leur témoignage. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'ultime méditation, sur le programme, vous pouvez cliquer sur le bouton que Cédric a affiché en dessous du chat et vous serez redirigé vers une page qui résume un petit peu le programme. Alors, je voulais vous parler donc des 2 pensées qui causent le plus de souffrance. Ces 2 pensées sont la première, ça devrait. Sous-entendu, ça pourrait être je devrais, ou il devrait, elle devrait, tu devrais, ou le monde devrait. Ça peut être tout ça, mais en gros, c'est l'idée de ça devrait.
Et la deuxième, c'est « ça ne devrait pas ». Tout simplement, je ne devrais pas, il ne devrait pas, il n'aurait pas dû, je n'aurais pas dû, et ce genre de choses. Tout simplement, en gros, ces deux pensées, on pourrait les résumer en disant que l'une, c'est le désir que les choses soient différentes, que quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas soit là. Et la deuxième, c'est que quelque chose qui est là ne devrait pas être là. Et donc, d'un certain sens, on appelle ça dans la philosophie bouddhiste l'avidité, que j'ai traduit ici en désir, et l'aversion, que j'ai traduit ici en peur. Mais d'une certaine manière, c'est le fait vraiment de vouloir, de s'agripper à l'idée qu'il faudrait que quelque chose qui n'est pas là soit là, ou que quelque chose qui est là ne soit pas là. Et ces deux pensées-là, elles sont souvent inconscientes, mais si vous regardez dans votre quotidien, ça peut être peut-être le cas pour vous maintenant, je ne sais pas, mais à chaque fois qu'il y a une souffrance, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que derrière, il y a la pensée que quelque chose devrait être autrement que ce qui est là maintenant. C'est une forme de résistance, en fait, de non-acceptation de l'instant présent. Et on appelle ça aussi la dualité ou le bien et le mal, c'est-à-dire d'avoir toujours l'impression, une forme de jugement sur la réalité, sur l'instant présent, sur ce qui est en train de se passer ici et maintenant, que quelque chose est bien et que autre chose est mal. Et en fait, cette dualité, cette pensée, cette manière de penser, en bien et en mal, elle est issue de nos intentions, d'une intention, parce qu'en réalité, dans l'absolu, il ne peut pas y avoir, il n'y a pas de bien et de mal. Le bien et le mal n'existent que dans le relatif. Par exemple, si je décide d'aller faire une randonnée pour atteindre un point qui se trouve au nord de là où je me trouve, alors si je me dirige vers le sud, c'est mal, entre guillemets, c'est pas la bonne direction, puisque mon intention est d'aller vers le nord. Mais si je n'ai pas d'intention et que je me dirige vers le sud, en soi, le sud n'est pas mauvais, n'est pas mal en soi. Et c'est un exemple bête, idiot, mais c'est pour vraiment illustrer le fait que cette image, cette idée qu'on a sur les choses qui sont soit bonnes, soit mauvaises, soit justes, soit injustes, soit correctes, soit incorrectes, et vous pouvez mettre tous les synonymes que vous voulez derrière, c'est vraiment basé sur une intention particulière. Et donc, du coup, ça m'amène à vous parler de la croyance profonde que 99% de la population ignore et qui est à la racine de ces deux pensées de ça devrait ou ça ne devrait pas. Et cette croyance profonde, c'est la croyance en « je suis une personne ». Si aujourd'hui vous avez l'impression et vous pensez vraiment que vous êtes une personne, alors c'est probablement que vous n'avez pas encore goûté, vous n'avez pas encore conscience de votre véritable nature. Dans le sens où, généralement, quand on se pose la question, quand on nous pose la question qui êtes-vous, qui es-tu, comme tout à l'heure Cédric m'a demandé de me présenter, on répond soit avec notre corps, bon ça c'est pas dans les conversations, mais généralement on s'identifie à notre corps, on s'identifie à nos histoires, à nos pensées, à nos émotions, à notre passé, à notre prénom, à notre métier. Notre métier, c'était mon cas tout à l'heure. Ou à ce qu'on fait, ou à ce qu'on a, etc., etc. Et en fait, toutes ces choses qu'on possède, mon corps, mon histoire, mes pensées, mes émotions, mon passé, mon prénom, mon métier, mon, tout ça, quand on se pose la question, mais ok, mon corps, mais ça appartient à qui, ce corps? Quand on dit mon corps, c'est qui le mec? C'est quoi la chose à qui appartient ce corps? Ou quand on dit mon esprit, ou mes pensées, mes émotions, à qui appartiennent ces pensées ou ces émotions? Est-ce qu'elles appartiennent au corps ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça nous amène à la conception que Pierre Teilhard de Chardin avait résumée comme ceci: nous ne sommes pas des êtres humains faisant des expériences spirituelles, mais nous sommes bien des êtres spirituels faisant des expériences humaines. Et cette phrase, je pense qu'elle est très connue, probablement une grande partie d'entre vous la connaissent déjà, peut-être vous l'avez déjà citée, vous l'avez déjà lue, et je pense aussi qu'une grande majorité de ceux qui connaissent cette citation probablement ne l'expérimentent pas, ne la vivent pas, n'en font pas l'expérience directe au quotidien.
ne font pas l'expérience directe d'être un être spirituel avant tout, mais ont vraiment l'impression d'être le corps, et surtout ça se manifeste et ça se vérifie dans les situations dans lesquelles on a, on va dire, des tensions émotionnelles, des tensions mentales, des difficultés, voilà, des résistances, des souffrances, des luttes, etc. Et le but, vraiment, mon but ici dans cette présentation, c'est de vous donner les clés pour faire vraiment l'expérience, faire vraiment cette expérience de ce que vous êtes en dehors du corps et en dehors de l'esprit. Puisque pour moi, il y a le corps qui est physique, qui est palpable, il y a l'esprit qui est impalpable, qui est abstrait, qui est invisible, qui consiste en toutes les pensées, toutes les émotions, tout notre monde intérieur, on appelle ça comme ça parfois. Donc il y a notre existence concrète, palpable, extérieure, et puis il y a notre existence impalpable, intérieure. Et ces deux choses-là sont elles-mêmes perçues par quelque chose d'autre. Et c'est ce quelque chose d'autre que je voudrais vous inviter à goûter aujourd'hui, puisque c'est ce quelque chose d'autre qui est la clé intérieure et de la libération. J'ai entendu mon écho, donc j'ai pensé que tu avais allumé le micro, Cédric. Oui. Alors, on a une petite question de Marjorie qui est en rapport justement avec ce que tu es en train de nous dire, qui demande, en fait, il ne faut pas s'identifier, mais être ce que l'on est au moment présent. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est assez bien résumé, Marjorie, je te remercie. C'est ça. Et donc, quand tu dis, en fait, il ne faut pas s'identifier, il y a un piège là-dedans, c'est que c'est encore une fois une pensée de ça ne devrait pas s'identifier, tu vois. C'est encore la pensée de on ne devrait, ça devrait pas. Et donc, c'est vrai, hein, dans la formulation intellectuellement, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Mais dans la difficulté, et le piège, et un des plus gros pièges justement de ce cheminement spirituel-là, de la non-dualité, c'est de, quelque part, laisser la pensée ça devrait, qui est la cause de la souffrance, nous indiquer une nouvelle direction de ça devrait, tu vois. Je sais pas si je suis clair en disant ça, mais en gros, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, ou alors il y a une belle métaphore qui permet d'illustrer ça, c'est comme si c'était un voleur qui se déguise en policier pour chasser le voleur. En fait, ça ne peut pas aboutir puisque c'est lui le voleur. Et c'est un petit peu ça ici, le principe, c'est que le mental est à l'origine de la pensée, ça devrait, et du jugement, ça devrait ou ça ne devrait pas. Et effectivement, l'identification au mental est la cause de ça. Mais si c'est le mental qui récupère ça, qui récupère cette réalisation pour dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu ne devrais pas t'identifier, tu devrais plus être comme ci, plus être en paix, ceci, cela, alors en fait, on entretient encore le cycle de souffrance, on entretient la résistance à l'instant présent, paradoxalement, tu vois. En tout cas, merci pour ta question, ça permet de clarifier un petit peu plus ça. Ta question, Marjorie, merci beaucoup pour ta réponse. Adrien, tu peux continuer. Super. N'hésite pas, hein, parce que voilà, c'est vrai que je me concentre sur ma présentation, puis je regarde pas trop le chat. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Mon souhait, c'est que ce soit très clair et que ce soit simple aussi pour vous. Et donc, s'il y a une quelconque incompréhension, une quelconque confusion, un petit brouillard, quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser la question. Et donc, ouais, voilà, c'est vraiment ça le principe, c'est d'expérimenter ce qu'on est en dehors du corps et en dehors de l'esprit. Et du coup, Adrien, Anaïs nous demande aussi, si on n'est pas ses pensées ni ses émotions, qu'est-ce qu'on est exactement? Est-on une partie de l'univers? Ben, c'est une bonne question. En fait, je pourrais te donner la réponse, mais aucune réponse intellectuelle, aucune réponse verbale, on va dire, aucun mot, aucune idée, aucun concept, aucune croyance, on va dire, ne pourrait satisfaire véritablement cette question. C'est justement là tout l'intérêt et toute la particularité de cette approche hindoue dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'elle est expérientielle. Elle n'est pas intellectuelle. Et mon souhait avec l'ultime méditation, c'était de justement m'appuyer et faire en sorte que le mental ait sa place, puisque dans notre société moderne occidentale, le mental a énormément de place. Probablement, le mental est beaucoup plus stimulé et exacerbé que dans les temps anciens en Inde, je pense. C'est peut-être une idée, c'est peut-être une croyance, mais je pense. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de rendre ça aussi accessible à l'Occident et à notre civilisation, à notre mode de vie d'occidental stressé et hyper stimulé mentalement. Parce que
C'est vraiment ça, en fait. C'est que le mental récupère tout comme un concept. Et je vais continuer dans le reste de la présentation. Je vais vous expliquer pourquoi les pensées et les croyances ne mènent pas à la réalisation de ce qu'on est véritablement. Mais la question est la bonne, c'est qu'est-ce qu'on est exactement alors? Et c'est vraiment cette question-là qui permet à terme de découvrir vraiment ce qu'on est. Mais c'est une découverte qui doit se faire vraiment, c'est très personnel, c'est très intime, et ça doit se faire, chacun doit faire le chemin en fait. Comme disait Morpheus dans Matrix, je ne peux que te montrer la porte, c'est à toi qu'il appartient à la franchir. Ou si c'est Bouddha avait dû dire un truc dans le style. En tout cas, c'est très sage et c'est très juste. On peut effectivement transmettre, moi je peux vous transmettre la destination, le chemin, comme je pourrais vous dire le chemin qu'il faut emprunter pour venir jusqu'en Thaïlande, mais jamais vous ne pourriez avoir l'expérience d'être en Thaïlande si vous ne parcourez pas tout le chemin vous-même. Je pourrais vous décrire avec autant de précision et autant de mots les plus beaux et les plus spécifiques et les plus précis possibles qu'est-ce que c'est. Vous ne pourriez pas vraiment goûter et expérimenter tant que vous ne faites pas le chemin par vous-même. Donc ça, c'est une chose hyper importante. Donc, si tu sens l'appel, Anaïs, et si d'autres personnes dans ceux qui nous écoutent ce soir vous ressentez l'appel de découvrir qui vous êtes au-delà du corps et au-delà de l'esprit, et c'est vraiment un chemin expérientiel. C'est un chemin ouais, je sais pas comment dire autrement, c'est un chemin d'expérience. La fameuse question, qui suis-je exactement, Claudine? Alors, donc, c'est OK que je continue? Tu peux continuer. Merci beaucoup, Anaïs, pour cette question. Le point suivant, donc, c'est pourquoi la majorité des recettes du bonheur ou pour se libérer des pensées ou émotions négatives sont vouées à l'échec. En fait, la réponse à cette question, et pourquoi je dis que c'est voué à l'échec, c'est pas que c'est voué à l'échec dans l'absolu, c'est surtout que c'est voué à l'échec sur le long terme. J'aurais peut-être dû préciser ça dans la question. Et vous avez probablement déjà remarqué que quand vous recherchez le bonheur, par exemple, dans une acquisition matérielle, une nouvelle maison, d'améliorer son corps ou son apparence physique, d'améliorer, je sais pas, d'avoir un nouvel objet à la maison, un nouveau vêtement, n'importe quoi, que ce soit matériel ou que ce soit aussi au niveau des relations, que ce soit d'avoir se dire je serai heureux quand quand je sortirai avec cette personne, ou quand je serai marié, ou quand j'aurai tel ou tel ami, ou quand j'aurai rencontré telle personne. Enfin, il y a tellement d'enjeux qu'on peut mettre que ce soit sur les objets ou les choses matérielles, physiques, sur les émotions. Bon, évidemment, nous ici, je pense pouvoir me permettre de dire et de supposer que si vous êtes dans ce genre de conférence, c'est que vous n'êtes plus tellement au stade matérialiste de la recherche, mais vous êtes plus au stade développement personnel et au stade spirituel, de la recherche spirituelle. Et même à ce stade de recherche spirituelle et de recherche de développement personnel, il y a une erreur fondamentale, et je vais vous en parler tout à l'heure, dans un instant, mais c'est que c'est toujours rechercher le bonheur ou la paix ou l'accomplissement dans une situation ou dans un acquis. Par exemple, au niveau des thérapies, on se dit, et je suis très bien placé pour en parler, on se dit, quand j'aurai travaillé sur ce problème-là ou sur cette blessure-là, alors enfin je serai heureux, je serai enfin libre. Et puis on se rend compte qu'une fois qu'on a travaillé sur ça, il y en a une autre qui remonte, et puis encore une autre, et puis on travaille sur ça, puis il y en a encore d'autres, et puis plus on creuse, et puis parfois même plus on creuse, plus on a l'impression qu'il y en a d'autres qui remontent un petit peu comme cette espèce des métaphores avec, je crois que c'est l'hydre où on lui coupe une tête, il y en a deux qui poussent. Et en fait, ça n'est jamais fini. Donc c'est pas que la plupart des recettes ou des méthodes ou des techniques pour le bonheur ou pour se libérer des pensées, des émotions ne fonctionnent pas, c'est qu'elles ne fonctionnent pas sur le long terme, elles fonctionnent sur un très court terme. Et c'est normal, parce qu'en fait, tant qu'on recherche le bonheur ou la paix dans quelque chose d'impermanent, ce qui est le cas de à peu près tout dans la vie, alors on ne pourra jamais avoir un bonheur permanent. Si on fait reposer notre bonheur sur quelque chose d'impermanent, forcément notre bonheur sera impermanent. Alors la question se pose, comment faire pour avoir un bonheur permanent? Comment faire pour avoir une paix qui soit permanente? Et c'est là que c'est intéressant, puisque la seule chose qui soit permanente, c'est justement la réponse à la question qui suis-je. C'est justement notre nature profonde et véritable qui est permanent, puisque c'est en dehors même du temps, c'est en dehors de l'espace, c'est en dehors de la dimension matérielle, physique, et c'est même en dehors de la dimension psychologique ou psychique, on pourrait dire. Et donc, en fait, je voulais vous présenter
ce que j'appelle le cycle d'engendrement de la réalité. Dans notre réalité, vous aurez probablement déjà remarqué que les résultats, les situations que vous obtenez sont le fruit de vos actions. Et d'ailleurs, certaines personnes mettent l'accent sur l'action. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est l'action qui détermine nos résultats. Mais si on met l'accent que sur nos actions sans prendre en compte un petit peu mouliné dans le vide, des châteaux de cartes quelque part, qui s'écroulent puisqu'ils ne sont pas basés sur, on va dire, une intériorité plus saine et plus solide. Donc certaines personnes diront, oui, mais alors du coup, il faut travailler sur les émotions. Alors c'est vrai, les émotions sont généralement à l'origine de nos actions. Donc on va essayer de travailler sur nos émotions, on va essayer d'apaiser nos émotions, de contrôler ou de gérer nos émotions pour pouvoir mieux maîtriser nos actions, pour pouvoir mieux avoir des résultats. Mais les émotions elles-mêmes sont généralement tributaires de pensées. Et des pensées, Dieu sait que, et vous savez probablement qu'il y en a un certain nombre, et surtout quand on est hypersensible, quand on est suréfficient mental, on a une multitude de pensées qui nous traversent à chaque instant. Chaque journée est remplie de centaines de milliers de pensées, et on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Alors certaines personnes vont axer le travail sur les pensées en disant il faut avoir une pensée positive, par exemple, c'est le cas vraiment du mouvement de la pensée positive, et ça fonctionne, et c'est très bien, sauf que les pensées elles-mêmes, elles sont conditionnées par autre chose, elles sont conditionnées par nos croyances profondes, fondamentales, et nos programmes intérieurs quelque part. C'est comme si on avait une espèce de générateur, comme si notre cerveau était un petit peu l'ordinateur, on va dire la carte mère, et que la carte mère était pleine de programmes, et que les programmes généraient les applications qui se mettent à l'écran. Et donc, c'est clair que essayer de corriger les choses qui se passent à l'écran en essayant de gommer avec un Blanco ou un Tipex, comme on dit chez nous en Belgique, sur l'écran, ça fonctionne pas. Il faut plutôt aller à l'intérieur du programme de l'ordinateur. Donc, certaines personnes vont jusqu'à corriger les croyances ou à travailler sur les croyances et les programmes. Et jusqu'à il y a peu, à ma connaissance, il y a très très peu déjà de personnes qui vont jusqu'à la croyance, donc qui remontent à la cause des causes des causes jusqu'à la croyance et au programme fondamental qui génère les pensées au départ, qui génère les émotions, qui génère les actions et qui génère du coup les résultats et les situations dans nos vies. Mais même au niveau des croyances et des programmes, dans les approches et les techniques que j'ai rencontrées avant de rencontrer l'Advaita Vedanta, je me suis rendu compte que même dans ces techniques, la plupart des personnes n'avaient pas un processus, un protocole clair et précis qui permet de transmuter véritablement une croyance à coup sûr. C'est comme si c'était un petit peu, soit c'était une forme de pansement qui venait un petit peu corriger la croyance temporairement, un petit peu comme, je sais pas comment dire, mais mettre un petit... en fait, voilà, j'ai une métaphore par rapport à ça. C'est comme si on essayait de mettre un nouveau costume sur un ancien. Par exemple, si on est dans un pyjama et qu'on essaye de mettre un costume 3 pièces, bah, à l'extérieur, ça semble fonctionner un petit peu et peut-être temporairement, mais à l'intérieur, on se sent toujours en pyjama et donc du coup, ça influence encore le reste de nos comportements et de nos actions. Donc, pour pouvoir véritablement modifier la croyance et le programme, il faut, comme pour corriger des bugs informatiques, comme pour corriger des trucs qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à corriger par tous les autres moyens sur notre écran d'ordinateur, quand il y a quelque chose sur l'écran de l'ordinateur, on pourrait dire que la vie, notre existence, les résultats et les situations qu'on obtient sont comme l'écran d'ordinateur qui affiche les résultats. Mais pour pouvoir corriger les résultats qu'on n'arrive pas à maîtriser par d'autres moyens, il faut remonter jusqu'au programme. Et avant même le programme, il y a le programmeur. Et c'est, pour moi, ce que j'appelle la conscience. Certaines personnes appellent ça l'âme. On peut appeler ça de plein d'autres manières. La source, on peut appeler ça la vie, Dieu, l'univers. On peut appeler ça de plein de manières. Mais en tout cas, c'est comme si la vie était comme un jeu vidéo. Et on s'identifie effectivement à notre personnage, c'est-à-dire à ce corps, à cette apparence physique, et à nos pensées, à nos histoires et à nos comportements, c'est-à-dire à toutes les caractéristiques qui constituent le caractère de ce personnage. Mais on oublie en fait, dans cette identification, qu'on est le joueur en fait, qui se trouve lui-même en dehors du jeu.
il ne fait pas partie du jeu. Et donc, tant que le personnage à l'intérieur du jeu, on va dire tant que le joueur qui se croit être le personnage cherche la réponse, cherche à corriger le jeu à partir du jeu, depuis le jeu, ça ne peut pas fonctionner. Il est impuissant à ce niveau-là. Si l'avatar, le personnage qu'on incarne dans le jeu vidéo essaye de se corriger lui-même, il ne peut pas, il n'en a pas le pouvoir, il est impuissant par rapport à ça. Il faut pouvoir être en dehors du jeu, véritablement, être en dehors du programme pour pouvoir corriger et modifier éventuellement le programme, ou neutraliser en tout cas le programme. Et c'est vraiment ça le principe aussi de l'ultiméditation, c'est de vous permettre de sortir totalement du jeu, sortir totalement du programme, des croyances, pour retrouver un petit peu l'état zéro, l'état sans intention. Un petit peu, je parlais tout à l'heure de l'intention et du fait que l'intention crée la dualité, et donc l'absence d'intention engendre la non-dualité, quelque part. Et donc c'est à partir de là, et seulement à partir de là, paradoxalement, quand on sort complètement du jeu et qu'on lâche prise finalement sur tous les résultats, que peuvent commencer à opérer des transformations profondes. Et donc des changements au niveau du programme, au niveau des croyances, qui vont engendrer de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouvelles actions, de nouveaux résultats. Et là, la vie devient magique. C'est-à-dire que tout commence à se produire de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et beaucoup plus paisible, et aussi beaucoup plus sans effort, sans lutte, sans résistance en fait. C'est comme si on redevenait un petit peu au service de la source, on pourrait dire ça. Certaines personnes aimeraient dire au service de Dieu. Moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai, c'est au service de la vie, on pourrait dire ça aussi comme ça, de manière plus neutre et non religieuse. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair sur ce point. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur ce que tu es en train de dire, mais voilà, n'hésitez pas, et puis s'il y en a, on va les prendre. Ok, super. Alors, maintenant, je vais vous partager les 3 étapes simples pour vous libérer d'un mental hyperactif ou d'émotions débordantes sans même avoir à méditer. Et donc, concrètement, je vais vous expliquer comment retrouver ce point zéro, cet état non-duel, cette source, votre véritable nature, votre conscience libre, comme j'aime l'appeler. Alors, la première étape, elle est simple et en même temps pas toujours facile. Elle consiste à apaiser le mental. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je mentionnais tout à l'heure à Marjorie, je crois, le mental a cette tendance à vouloir récupérer un petit peu tout à son compte. On pourrait dire aussi l'ego. Hein. C'est vrai que je n'ai pas parlé d'ego encore aujourd'hui, mais on entend beaucoup parler d'ego dans les milieux spirituels ou du développement personnel. Et souvent, l'ego est considéré comme l'ennemi à abattre à tout prix. Parfois pas. En tout cas, je vais vous donner ma définition d'ego. Pour moi, l'ego, c'est juste la somme de toutes les pensées, toutes les idées, toutes les images qu'on a de nous-mêmes. Et donc, l'ego est complètement le fruit du mental. Donc, apaiser le mental, c'est aussi apaiser quelque part l'ego. Et donc, pourquoi apaiser le mental? Parce que si on n'apaise pas d'abord le mental, il sera impossible ou en tout cas très difficile de faire la deuxième étape, de pratiquer la deuxième étape. Et comment on apaise le mental? Tout simplement en pratiquant ce que je vous ai proposé tout à l'heure, en tout début de cette présentation, et je vais vous rappeler éventuellement pour les personnes qui n'auraient peut-être pas été là à ce moment-là, c'est-à-dire simplement, et vous pouvez le faire vraiment n'importe où que vous soyez. Vous pouvez être par exemple en plein milieu d'un concert de heavy metal pour donner un contraste par rapport à l'idée qu'on se fait par exemple de comment est-ce qu'il faut faire pour méditer, dans quel contexte il faut méditer. Vous pouvez tout à fait être en plein milieu d'un concert de heavy metal avec le son à fond et des gens qui sautent et qui dansent partout autour de vous, et apaiser votre mental en prenant en fait quelques respirations et en focalisant votre attention sur la plante de vos pieds en fait. C'est vraiment aussi simple que ça. Être conscient de votre respiration, prendre des grandes et profondes inspirations, éventuellement ralentir en fait. Évidemment, il y a une forme de condition sine qua non, c'est une forme de lenteur, voire d'immobilité. C'est-à-dire que, quoique, je suis même pas sûr, mais si vous êtes très agité mentalement et que vous voulez apaiser le mental et que vous ne savez pas, commencer par ralentir le rythme soit de vos mouvements, si vous êtes en train de faire une activité physique,
soit ralentir le rythme de vos paroles, et soit ralentir le rythme de vos pensées. Alors là, vous allez me dire, mais comment je fais pour ralentir le rythme de mes pensées? Ben, simplement, en fait, en parlant, en fait, en pensant à voix haute. Et en pensant à voix haute et en pensant, en fait, en ralentissant le débit de vos paroles, ben, ça va automatiquement ralentir le débit de vos pensées, puisque la parole suit la pensée et influence aussi, du coup, dans l'autre sens, la pensée. Voilà pour le premier point, la première étape. La deuxième étape, c'est de discerner ce que j'appelle les objets de perception. Donc, une fois que vous avez le mental apaisé, vous allez être beaucoup plus à même de discerner les objets de perception. Il est aussi éventuellement possible de le faire sans avoir apaisé le mental d'abord, mais ça aide énormément. C'est un petit peu comme, j'aime bien prendre la métaphore, quand on apprend à rouler à vélo, c'est plus facile d'apprendre sur un terrain plat que d'apprendre à rouler à vélo en pente et sans les petits trous pour nous soutenir. Donc en fait, l'ultiméditation peut être pratiquée n'importe quand, dans n'importe quelle situation, même le mental agité à terme, mais pour l'apprentissage, c'est beaucoup plus facile. Comme le vélo, on peut tout à fait démarrer en côte quand on sait faire du vélo depuis un moment, mais pour apprendre, pour démarrer, pour le début, c'est toujours plus facile d'apprendre dans un terrain plat et avec les petits trous. Donc, apaiser le mental, c'est comme mettre les conditions favorables pour vous aider à apprendre, à connaître quelque part le chemin neuronal pour revenir à votre nature véritable, à l'état zéro, à l'état sans intention. Et donc, la deuxième étape, c'est discerner les objets de perception. Pour discerner les objets de perception, il faut d'abord savoir c'est quoi les objets de perception. Et ce que j'appelle objets de perception, il y en a 4 types. Il y a 4 champs. J'aime bien appeler ça les champs d'objets de perception, les champs de perception. Il y a le champ physique, matériel, dans lequel se trouvent tous les objets physiques, matériels, sensoriels, c'est-à-dire tout ce qui est concret, palpable, c'est-à-dire le corps, toutes les sensations corporelles, les 5 sens, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. Et puis, tout ce qui est perception interne au corps, puis toutes les perceptions donc externes au corps, tout ce qu'on peut percevoir par nos sens, en fait. Tout ce qu'on peut percevoir par nos sens sont les objets de perception physique ou matérielle. Ça, c'est le premier champ, le premier type. Le deuxième type, c'est les objets de perception de type émotionnel. Donc, le champ émotionnel de perception. Et là, vous savez tous ce que c'est les émotions. Je vous invite à regarder, pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait l'expérience, de vraiment regarder. C'est en ça que ça consiste, la deuxième étape de discerner, c'est de regarder en face, tout simplement, d'observer ce champ émotionnel, s'il y a une émotion présente, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peur, de l'irritation, de la jalousie, du dégoût, de l'angoisse, de n'importe quoi, de juste regarder exactement ce que c'est. Et si vous faites l'expérience de vraiment regarder qu'est-ce que vous appelez émotion généralement, qu'est-ce que vous étiquetez émotion, vous allez vous rendre compte que l'émotion, c'est avant tout des sensations physiques aussi. Donc c'est un petit peu dans le champ matériel, c'est dans le corps en fait, en tout cas. Et généralement, c'est pas dans les doigts de pied, c'est plutôt au niveau du tronc, ou au niveau de la gorge, du ventre. Parfois, on peut ressentir aussi l'émotion un peu plus partout dans le corps, dans les mains, surtout au niveau des émotions de type colère, ou dans la tête, de la chaleur. En tout cas, c'est des sensations. Voilà, je viens de dire la chaleur, ça peut être des contractions, ça peut être une boule, ça peut être toutes sortes de choses. Juste regarder ce que c'est concrètement au niveau physique. Et en plus de ça, généralement, une émotion est accompagnée de pensées, notamment justement la pensée je suis triste ou je suis en colère, ou la pensée, justement, toutes les pensées de type il n'aurait jamais dû dire ça, et puis toutes les images qui peuvent se générer. Donc en fait, l'émotion, c'est un petit peu un pont entre le corps et les pensées. C'est un mélange entre les deux, dans mon expérience. Après, je vous invite à vérifier par vous-même. Ne croyez surtout rien de ce que je vous dis sur parole, sans vérifier dans votre expérience personnelle. Et puis, ça, c'est le deuxième type de perception, d'objet de perception, les émotions. Le troisième type, c'est les pensées. C'est le champ de perception intellectuelle ou mentale. Et donc, dans ce champ, il y a plein de choses. Il y a les pensées, il y a les réflexions, il y a les idées, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'esprit. C'est-à-dire
l'imagination, les souvenirs, les projections, les rêves, les fantasmes, les visualisations, les images, les mots aussi, la parole, la pensée en termes de mots, de paroles, les histoires qui se racontent, les phrases qui se forment dans l'esprit. Tout ça sont des objets de perception intellectuels ou mentaux. Et enfin, le dernier champ de perception, c'est le champ de perception que j'appelle spirituel ou énergétique et qui concerne, pour ceux qui en perçoivent, des perceptions extrasensorielles ou extracorporelles qui sont du type intuition, clairvoyance, clairaudience, clairsenti et ce genre de choses. Toutes les choses qui sont comme extralucides. Et le point commun entre tous ces champs de perception, entre tous ces types d'objets de perception, c'est qu'ils sont en fait impermanents. C'est-à-dire que si vous observez, si vous discernez, puisque c'est ça l'objet de cette deuxième étape, si vous discernez les objets de perception avec acuité, avec pleine conscience, et c'est ça un petit peu le but de la première étape, c'est de d'abord se positionner en pleine conscience, et pour ceux qui pratiquent la pleine conscience, vous pourrez probablement confirmer ce que je dis, qu'on peut appliquer, qu'on peut pratiquer la pleine conscience absolument n'importe où, dans n'importe quelle condition et situation. La pleine conscience ne demande pas spécialement d'être assis en position du lotus pour pouvoir être appliqué, pratiqué, et de discerner avec clarté, d'être vraiment conscient de ces 4 champs de perception, de ces différents types d'objets de perception, et voir, quand vous faites ça, quand vous observez, que ce soit les sensations, les situations extérieures, les images, les couleurs, les formes, tous les sens, les émotions, les pensées, même les perceptions extrasensorielles, tout ça est impermanent, c'est-à-dire que ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. C'est vraiment l'enseignement du Bouddha. Il disait que la nature de la réalité est impermanente, que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et donc, vous allez commencer à discerner et à être vraiment clair, et être vraiment lucide sur le fait que rien n'est permanent, que tout est en train de changer ou de disparaître, d'apparaître et de disparaître, d'apparaître et de disparaître, d'apparaître et de disparaître, sans cesse. La deuxième étape consiste à regarder ça, ne pas seulement regarder l'idée, pas seulement regarder la croyance. Ah oui, je sais que tout change et tout disparaît. Je sais que rien n'est impermanent. Non, c'est pas la pensée, parce que ça même, c'est une pensée qui apparaît et puis qui va disparaître. Vous voyez la différence? Pas juste rester au stade mental, intellectuel, mais vraiment faire l'expérience et goûter, et regarder, et voir et vérifier que rien n'est permanent dans l'instant. Et enfin, la dernière étape, il y a une question, Cédric? Il y a une petite question, oui, de Marjorie sur la deuxième étape justement, et qui te demande, est-ce que la deuxième étape, c'est de sortir de soi et de s'observer à tous les niveaux, de faire l'état des lieux, de savoir où on en est, et de collecter des infos qui sont à notre portée? Alors, ça peut être ça peut être dit comme ça, mais je dirais que l'idée de sortir de soi ne colle pas vraiment avec l'intention de cette étape, mais s'observer à tous les niveaux, oui. En fait, observer tout ce qui est observable, en fait, c'est tout simplement ça. Et observer tout ce qui est observable avec la conscience de ces 4 champs de perception. C'est-à-dire, parce qu'en permanence, on perçoit tout ça, mais on n'est pas conscient de tout ce qu'on perçoit. En permanence, on perçoit des sensations, on a des images, on a des sons, là, en ce moment, vous êtes en train de percevoir des tas d'informations, en fait. On pourrait remplacer le mot perception par information, ça reviendrait à peu près au même. Vous êtes en train de percevoir des pensées qui défilent dans votre tête en permanence depuis le début de cette conférence. Vous êtes en train de percevoir peut-être des émotions, ou peut-être même c'est l'absence d'émotions, mais même ça, l'absence d'émotions peut être perçue. Et donc, tout ça, en fait, c'est juste, sans vouloir changer quoi que ce soit, juste regarder ce qui est là pour nous, à tous les niveaux. Et en faisant un espèce de scan, effectivement, comme tu dis, l'info à notre portée, ça c'est le plus proche de l'intention de cette deuxième étape, c'est collecter les infos qui sont à notre portée. Juste là maintenant, dans l'instant, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce qui est perçu? Et juste voir ça sans vouloir changer, ni soustraire, ni additionner, ni ajouter quoi que ce soit à ce qui est là. Juste regarder, observer, vraiment être dans cette position d'observateur neutre, qui ne juge rien, qui ne désire rien. Et la troisième étape, comme c'est déjà écrit à l'écran,
ça va être de tourner son attention vers le sujet, donc en opposition aux objets. S'il y a des objets de perception, comme je disais tout à l'heure, mon corps, mes pensées, mes émotions, etc., s'il y a des objets de perception, c'est qu'il y a un sujet qui perçoit. Et ce sujet qui perçoit, bah, c'est ce qu'on est véritablement. Mais est-ce que ce sujet qui perçoit, vous pouvez en être conscient? Est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que vous le connaissez véritablement? Est-ce que vous voyez ce qu'il est exactement, précisément? Un petit peu comme tu posais la question tout à l'heure, Marjorie. Je crois que c'était Marjorie. Donc, dans cette troisième étape, ça consiste simplement à vous poser la question, ben, qui suis-je en fait? Et peut-être que quand vous posez la question qui suis-je dans un premier temps, vous allez avoir des réponses du style, ben, je suis, par exemple, pour moi, ça pourrait être je suis Adrien. Ok. Et quand vous avez une réponse, quelle que soit la perception, quelle que soit la réponse qui apparaît dans le champ de conscience, dans votre champ de conscience, vous pouvez remettre cette réponse en perspective dans un des champs de perception. C'est-à-dire, est-ce que Adrien, c'est une perception? Alors oui, c'est une perception dans le sens où Adrien, c'est d'abord, quand il est prononcé oralement, c'est un son. Donc c'est une perception physique. Mais Adrien, c'est aussi un concept, c'est un mot, c'est une idée. J'ai une image peut-être d'Adrien. Et quelles que soient les perceptions qui apparaissent quand vous vous posez la question qui suis-je, vous pouvez juste, dans un premier temps, la laisser monter, la laisser apparaître, hein, sans la juger, sans la refouler, et juste la laisser être là en la replaçant quelque part, en la classant, entre guillemets. C'est pas vraiment une action, hein, ce que je dis là, mais c'est en étant conscient de, ok, ça c'est une perception, par exemple, mentale. Ok, ça c'est une perception émotionnelle. Par exemple, si vous vous posez la question qui suis-je et que vous éprouvez une grande tristesse qui monte, ben, ok, vous voyez cette tristesse. Et vous voyez que cette tristesse, c'est une perception émotionnelle. Et vous dites, ok, juste vous regardez ça et vous dites, ok, ça c'est une perception émotionnelle. Et après ça, vous vous posez la question, mais qui perçoit cette émotion? Et là, vous voyez ce qui monte. Et peut-être que ce qui monte, ça va être de la colère. Ou peut-être ça va être une image ou une idée. Ça va être, ce qui perçoit la colère, c'est la conscience pure. Ok, est-ce que la réponse la conscience pure, c'est une perception? Est-ce que c'est une idée? Ok, oui, peut-être. Je vois que c'est une idée. Et qui perçoit cette idée? Je suis la conscience pure. Qui perçoit cette pensée? Je suis la conscience pure. Et continuez perpétuellement à poser cette question de qui perçoit, ou alors certaines personnes ont du mal avec la personnification qui, donc vous pouvez aussi remplacer la question qui suis-je ou qui perçoit par que suis-je ou qu'est-ce qui perçoit. C'est plus impersonnel. Ça fonctionne tout à fait bien aussi. Voilà pour les 3 étapes. Donc voilà, bah, si tu veux, je vais reprendre depuis le début. On a dû sauter 2-3 questions, donc n'hésitez pas ensuite à poser vos questions. Et puis bah, pour ce qui est du PDF en cadeau, on le mettra avec la page du replay. Voilà, et puis on pourra mettre le lien dans le chat aussi pour le télécharger. Ok, super. Okay. Je vois une question de Claudine qui dit, finalement, je suis un espace, entre guillemets, dans lequel la vie s'exprime. Toutes sortes d'expressions. Ben oui, tout à fait, c'est ça, Claudine. En fait, c'est vraiment ça. Mais encore une fois, ça, si je t'invite à vraiment faire l'expérience, et si tu as fait vraiment l'expérience d'être un espace dans lequel la vie s'exprime, essaie de voir comment c'est de rester dans cette expérience, dans le fait de juste être l'espace. Et vois comment ça se passe quand tu restes là. Et puis, j'inviterai chacun, évidemment, à faire l'expérience pour lui-même, chacun pour vous-même, de faire vraiment cette expérience. Et évidemment, ici, on avait très peu de temps, et tout ce que je vous ai partagé ici, c'est des choses que je vous propose d'approfondir et pour lesquelles il y a des exercices et des pistes audio, des vidéos pour approfondir un petit peu tous ces sujets. Il y a aussi beaucoup déjà de vidéos de questions-réponses dans le programme en ligne Ultime Méditation. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre l'Ultime Méditation et on pourra approfondir ça ensemble. En plus, moi je suis là pour répondre à toutes vos questions aussi, bien au-delà de juste la conférence, évidemment.
Et ben, du coup, si tu veux présenter un petit peu plus l'ultiméditation, le temps que je remonte et puis reprenne les questions dans le chat, puisqu'il y a beaucoup d'interactions. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'ultime méditation? Donc, c'est un programme de formation en ligne sur un espace de formation privée. Donc, quand vous rejoignez, vous avez accès à cet espace et vous y avez accès à vie, vous y avez accès à tout moment. Donc, vous avez le loisir de consulter les différents modules quand vous voulez, quand c'est le bon moment pour vous, sur mobile, sur tablette, sur ordinateur, n'importe quand et n'importe où. Et donc, c'est vraiment une formation, une méthode que j'ai conçue pour vous rendre un maximum autonome dans la pratique de cette ultime méditation, dans la pratique de ces 3 étapes qui sont vraiment le cœur de l'ultime méditation. D'ailleurs, dans l'ultime méditation, j'offre aussi les 5 pièges de l'ego qui vont un petit peu vous essayer de vous freiner et de vous ralentir et de vous empêcher de faire la découverte de cette conscience que vous êtes. Et puis, une fois qu'on goûte à ça, c'est comme s'il y avait un chemin, une sorte de connexion neuronale. D'ailleurs, scientifiquement, il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui vivaient cette conscience de leur véritable nature et qui démontrent qu'en fait, ça se passe vraiment dans les circuits neuronaux du cerveau. C'est pour ça que la neuroscience vient maintenant un petit peu confirmer et affirmer ce que les hindous, les indiens avaient déjà découvert par l'expérience il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc c'est assez fascinant, en fait, finalement, cette époque où l'Orient et l'Occident se rejoignent avec des approches totalement différentes. Et pour moi, c'est vraiment ce pont que j'avais envie de faire aussi, une approche qui soit à la fois assez pragmatique, pas à pas, relativement scientifique et non dogmatique, accessible à tous, et en même temps qui exploite les connaissances et les sagesses orientales multimillénaires. Et puis, vraiment, c'est cette découverte, cette clé qui permet que, à ce que même quand on est hypersensible, même quand on est hyper émotif, quand on est hyper lucide, ou quand on est dans une grande souffrance, on peut retrouver à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, rapidement et sans effort. C'est surtout ça qui est pour moi hyper précieux, sans effort, la paix et le calme de cet espace que nous sommes, comme disait Claudine à l'instant, de cet espace, puisque cet espace, en fait, c'est la paix même, c'est l'amour même, c'est la joie même, c'est la liberté même. Et du coup, les intentions qu'on peut avoir quand on est identifié au corps ou à l'esprit, elles cessent en fait. Et c'est la cessation de ces intentions qui génère aussi, qui engendre finalement aussi de la paix, paradoxalement, dans le corps, dans l'esprit, et qui influe sur tout le reste, comme on a vu dans le cycle d'engendrement de la réalité que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, ben, Adrien, j'ai relevé les petites questions. Et puis, Okay. on va commencer par la question de Albe, puisque c'est encore en rapport avec les 3 étapes. Donc, en parlant des 3 étapes, qui dit « Je le conçois », de tourner son attention vers le sujet et ses perceptions, mais rien à faire pour me détacher de ses émotions. Je n'ai pas entendu la fin de ta question, Cédric, mais je crois que je l'ai sous les yeux, donc je vais pouvoir répondre. Donc je le conçois, mais rien à faire pour me détacher de ces émotions. Je me sens chevillé aux émotions. Alors, qu'est-ce qui te fait dire « je me sens chevillé aux émotions » Tu peux regarder ça. En fait, c'est ça la beauté et la magie et la simplicité de cette approche, c'est qu'il n'y a rien. Et je pense que c'est Arthur Rimbaud qui avait formulé ça d'une manière assez poétique et en même temps assez dramatique. Et il disait « ce qu'il y a d'insupportable, c'est que rien n'est insupportable ». Et en fait, je pourrais paraphraser et rajouter « ce qu'il y a d'insupportable pour le mental, c'est que rien n'est insupportable pour la conscience. » Et la conscience, pour moi, c'est à notre véritable nature. Donc ce qui est insupportable pour le mental, c'est que rien n'est insupportable. C'est-à-dire, si on prend l'image, pour moi, c'est une image qui m'a beaucoup aidé à un moment donné. Alors, je suis désolé, je vais faire entrer un petit peu dans le champ religieux, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, comme je pense beaucoup de gens en Occident. Et dans la religion catholique, il y a l'image de Jésus qui a été crucifié, donc qui a été cloué sur une croix. Et c'est vraiment une image très forte de souffrance, en fait, qui est véhiculée dans le christianisme. Et pour moi,
c'est une image forte et c'est un symbole et c'est quelque part un modèle parce que je pense même que d'ailleurs que c'est un symbole de non-dualité dans le sens où il était là, crucifié, il était en train de vivre une souffrance extrême, une violence extrême corporellement parlant, et pourtant il était en paix, et il était tellement en paix qu'il était capable de pardonner. Et l'histoire raconte, peu importe que ce soit une histoire vraie ou une histoire, une légende, peu importe, mais pour moi le symbole il est là, c'est que même dans cette extrême souffrance, en étant en paix, eh bien il a été capable de ressusciter, c'est-à-dire qu'il est mort et il est ressuscité. Et pour moi c'est vraiment un symbole, c'est que même une extrême souffrance, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue dans mon parcours, c'est que j'ai eu des souffrances extrêmes intérieures, même si je n'ai pas été crucifié, pas à ce point-là, mais j'ai vécu des souffrances intenses et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On peut vivre des souffrances intenses intérieurement, surtout quand on est hypersensible et qui sont peut-être pas même perçues par l'extérieur, mais quand on est dans une souffrance intense et qu'on peut arriver à contacter cet espace que Jésus dans la chrétienté appelait le royaume des cieux, c'est un petit peu une métaphore aussi, c'est un petit peu une image pour parler de cet espace de conscience qui est libre, qui est paix, qui est infini, qui est sans forme, qui est sans limite, qui est éternel en fait, qui est infini. Ce royaume des cieux dont il parlait, quand il contactait ce royaume des cieux, eh bien, il était capable de renaître, c'est-à-dire, en gros, il était capable de générer et engendrer une réalité différente pour lui-même. Une réalité où il était paisible, où il était capable de surmonter les pires épreuves. Pour moi, c'est vraiment un très beau symbole. Et donc, peu importe ce qui se passe, que ce soit des émotions les plus intenses, que ce soit une extrême violence physique, des douleurs, que ce soit des pensées qui t'assaillent, vous pouvez toujours les observer. C'est pour ça que je disais aussi vraiment que apaiser le mental est important d'abord parce qu'en fait, ce qui se passe dans la plupart du temps, la plupart de nos comportements, c'est que on a cette tendance, on est pour la plupart des êtres humains dans notre monde occidental moderne, on est très identifié à nos pensées, à notre mental. Le mental est surstimulé. En fait, c'est même pas seulement le mental, c'est uniquement le cerveau gauche, le cerveau analytique, le cerveau, on va dire, pragmatique. Et donc, comme ce cerveau-là est particulièrement stimulé, il va avoir tendance à vouloir tout contrôler, tout gérer, tout analyser et surtout à fuir et à vouloir garder le contrôle et à fuir tout ce qui est de l'ordre de l'expérience directe, qui est plus relié au cerveau droit, de l'expérience directe, de la perception globale et de la liaison surtout entre les choses. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point comme ça les neurosciences d'aujourd'hui permettent de comprendre ce fonctionnement-là, cette libération du mental. Ce qu'on appelle généralement le mental dans un sens négatif du terme, c'est uniquement le fonctionnement du cerveau gauche. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fait de ressentir les sensations dans la plante des pieds, le fait de conscientiser notre respiration, ce qui est la pratique de la pleine conscience de manière générale, ce que ça fait, c'est que ça a tendance à calmer, en fait, à diminuer l'intensité de l'activité du cerveau gauche pour augmenter l'activité du cerveau droit. Et ça a comme effet d'apaiser, en fait, ce mental qui est un peu le grand méchant mental qu'on pointe souvent du doigt, qui nous empêche d'être en paix, qui nous empêche d'être dans l'instant présent. Et sinon, si on ne fait pas ça, si on ne prend pas ce temps pour apaiser le mental et pour pratiquer cette pleine conscience et pratiquer simplement le retour à l'instant présent, qui est juste vraiment que la première étape, alors on aura tendance à, dès qu'il y a la moindre sensation, ce mental-là, ce cerveau gauche va tendance à vouloir récupérer ça et à raconter une histoire et on va avoir tendance à suivre cette histoire. On nous dire ah oui, il faut que je fasse ci, j'aimerais ceci, et on reste en fait piégé dans les deux pensées, ça devrait ou ça ne devrait pas. Et si tu veux, dans ta question, Albe ou Albé, je ne sais pas comment ça se prononce, quand tu dis je me sens chevillé aux émotions, enfin j'ai l'impression que tu dis rien à faire pour détacher de ces émotions. Moi j'entends que c'est ce cerveau gauche qui s'exprime. Donc, mon invitation pour toi, c'est de vraiment mettre l'accent dans un premier temps sur l'apaisement mental, sur la pratique de la pleine conscience. Si c'est pas quelque chose que tu connais déjà, je t'invite à découvrir. Et si c'est quelque chose que tu connais déjà, je t'invite à y revenir et à vraiment pratiquer ça avant de vraiment pratiquer les deux autres étapes. C'est vraiment important. Ah oui, j'ai lu que tu avais posté un nouveau message. Quand les émotions me submergent, je ne gère plus rien dans mon comportement et mes réactions. Ok, mais même ça, tu vois, tu peux l'observer. Et tu vois, en fait, si tu veux, je lis entre les lignes quand tu dis ça.
C'est comme si j'entendais derrière, quand tu dis je ne gère plus rien, il y a comme s'il y avait derrière la pensée je devrais gérer. Et la pensée je devrais gérer, tu vois, c'est vraiment issu de ce cerveau gauche, de ce cerveau analytique qui voudrait tout contrôler et qui est justement ce qui nous maintient dans la dualité bien-mal. C'est-à-dire je voudrais que les choses soient autrement, je voudrais gérer alors que je ne gère pas. Tandis que si tu te places dans le cerveau droit, si tu pratiques la pleine conscience et que tu observes simplement que tu es en train de ne rien gérer du tout, bah c'est ok en fait. C'est pas grave de ne rien gérer du tout. Tu as le droit de rien gérer du tout. Tu as le droit d'avoir des émotions qui te submergent. Tu as le droit d'avoir des pensées qui partent dans tous les sens. Mais simplement le fait de observer ça et de ne pas alimenter justement la pensée qui te raconte, peut-être parfois inconsciemment, la plupart du temps inconsciemment, que tu devrais gérer tes émotions ou tes pensées, alors il y a quelque chose qui se détend. Alors il y a plus d'espace comme ça. Et c'est comme si tu rejoignais plus justement du coup le cerveau droit, et comme tu rejoignais plus cette pleine conscience et cette conscience qui est capable d'observer sans juger, sans dire c'est bien, c'est mal, juste d'observer de manière neutre, tranquille, juste regarder. Ok, là il y a une émotion super intense, j'ai envie de tuer mon père. Peu importe, tu vois. Ça peut être vraiment des choses horribles. Pour moi, c'est passé par mon cheminement, en tout cas, je peux raconter un petit peu de mon cheminement. Le processus a été un moment extrêmement intense et extrêmement impressionnant, mais parce que j'ai continué d'observer tout simplement et de ne pas juger ce qui est en train de se produire. J'observais mon corps qui se roulait en boule, qui hurlait, les émotions extrêmement intenses, je voulais détruire des choses, enfin il y avait des trucs très violents qui se sont produites. Et quand on juge ça, ben on bloque le processus de libération. Mais quand on cesse de juger ça, il y a des libérations qui peuvent se produire. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut que vous laissiez libre cours à toutes vos pulsions et à tout détruire autour de vous et à laisser libre cours aux émotions. Il y a un certain bon sens à garder, mais je pense que de toute façon, il y a une part de vous, une part comme ça, un peu protectrice et gardienne qui vous protège vous-même et qui protège aussi vos actions par rapport aux autres, si vous restez dans cette pleine conscience, justement. Merci pour cette réponse, Adrien. Bienvenue. Et puis, merci pour ta question, Albe. On va prendre ensuite la question de Anne qui est aussi sur ces étapes. La troisième étape permet-elle de se positionner justement par rapport à ces émotions que tu perçois? Bah, du coup, Anne, je t'invite à reformuler ta question s'il y a quelque chose qui te vient, et puis en attendant, on peut prendre une autre. Si tu veux, la troisième étape, elle ne sert pas à se positionner, mais à tourner son attention vers le sujet qui perçoit, comme il est noté, plutôt que vers ce qui est perçu. Et comme je disais tout à l'heure, dans l'énumération de toutes les perceptions, une émotion, par exemple, c'est une perception, c'est un objet, ou c'est une information. Et si on décortique une émotion, bah, c'est des informations sensorielles, des informations intellectuelles, on pourrait dire psychiques ou mentales, qui apparaissent devant quelque chose, qui apparaissent pour quelque chose ou pour quelqu'un, quelque part, on pourrait dire ça comme ça. Et l'idée de la troisième étape, c'est au lieu de garder son attention fixée sur l'objet de perception, l'information, c'est de regarder, comme tourner son regard vers l'intérieur, quelque part, ou vers soi-même, je sais pas comment dire ça, c'est assez abstrait, hein, mais c'est vraiment quelque chose comme ça, vers ce qui perçoit, pour pouvoir voir en fait ça, pour pouvoir réaliser ça, découvrir ça, c'est quoi qui perçoit en fait ces émotions, et découvrir ça en fait permet d'être en paix par rapport à tout ce qui peut survenir, et donc paradoxalement va finir par aussi avoir une influence et apaiser le corps et l'esprit. Il y a même des processus d'auto-guérison qui se produisent un petit peu comme tout à l'heure. J'ai mentionné le témoignage de Danielle qui disait qu'elle avait des douleurs chroniques et qui n'avait plus de douleur quand elle pratiquait l'ultiméditation. Donc c'est un paradoxe en fait. C'est un petit peu l'idée que pour obtenir ce qu'on désire, c'est-à-dire la paix, eh bien, il faut accepter totalement de ne pas être en paix. On pourrait résumer ça comme ça. Et la seule manière d'accepter de ne pas être en paix, c'est le contrôle on n'acceptera jamais les choses telles qu'elles sont. Son job, c'est exactement de juger. Il est fait pour ça. Et c'est très bien. C'est très utile aussi d'ailleurs. Ça nous permet d'éviter des embrouilles et tout ça. Mais c'est pas lui qui va nous permettre de goûter à l'acceptation. L'acceptation, c'est plus une histoire et un job du cerveau droit, ou plutôt de la cohésion, de la synchronisation des deux cerveaux. C'est ça aussi l'effet au niveau scientifique, au niveau cérébral.
de l'ultiméditation, c'est qu'il y a une synchronisation des deux cerveaux qui se produit et une expansion de la conscience qui permet d'accueillir en fait tout ce qui se produit dans les champs de perception. Et ça répond en même temps aussi à la question de Christine par rapport aux blessures émotionnelles. En fait, pour moi, c'est comme un raccourci, parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on travaille sur les blessures émotionnelles, on va travailler sur une blessure, et puis il y en a une autre qui va émerger, puis on va travailler sur celle-là, puis il y en a deux autres qui vont émerger, puis on va travailler sur celle-là, puis on va se sentir de plus en plus submergé des blessures émotionnelles, parce que, en fait, notre attention est constamment tournée vers les blessures émotionnelles, et finalement, on se rend peut-être pas compte, mais on est en train de générer des blessures émotionnelles. On est en train d'en créer, en fait. Et du coup, c'est un petit peu comme l'idée du pilote de rallye qui focalise sur là où il veut aller plutôt que là où il veut pas aller. Ben, effectivement, ici, si tu veux, j'ai fait ça pendant des années, de focaliser sur les blessures émotionnelles, puis je me suis rendu compte que plus je travaillais, pire c'était encore, presque. Et que ça n'en finissait jamais. Donc, l'idée ici, c'était de vraiment partir dans une autre direction, d'aller voir à la cause des blessures émotionnelles même, et à la cause de peut-être ce qui avait créé la blessure émotionnelle au départ, et ce qui aussi pouvait être responsable de la guérison, d'aller chercher vraiment le fond du fond, un petit peu comme aller bidouiller dans le code, quoi, dans la matrice, dans le code de l'existence, dans le code de la vie, pour aller changer tout ça, et donc revenir au point zéro, ce que j'appelle donc la conscience libre, notre véritable nature, ce que Claudine appelait tout à l'heure l'espace, un espace sans forme. Ben, ça permet non seulement d'accueillir, de voir avec clarté toutes nos blessures émotionnelles, de pouvoir leur faire face avec plus après ça, mais il ne faut pas que ce soit le but, parce que sinon on est encore dans le ça devrait. Après ça, il peut y avoir des guérisons. Ok, ben merci pour ces questions. Oui, merci à vous. Est-ce la capacité d'entrer dans cet espace de l'âme et ne plus rester dans le mental, mais prendre la position du témoin? Oui, c'est ça, on peut le formuler comme ça, Michel Claude. C'est une manière de le dire. Après, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, c'est vraiment une chose de le comprendre intellectuellement, et c'est une autre chose de le vivre. Et quand on le vit, en fait, généralement, il n'y a pas de mots qui peuvent véritablement rendre correctement, comment on dit ça, qui peuvent restituer véritablement à quoi ressemble l'expérience, puisque par définition, cet espace, ce qu'on cherche à goûter, n'a pas de forme. Non, il n'a pas de nom, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de limite, donc ça ne peut pas être défini, puisque c'est infini. Et donc, effectivement, cette position de témoin, même cette position de témoin, en quelque sorte, il est possible de voir la personne ou le mental qui se positionne lui-même en position de témoin. Qu'est-ce qui observe la personne en train de se mettre en position de témoin? Il y a encore autre chose derrière, tu vois? Donc, merci pour ta question, Michel Claude, et puis merci pour les réponses, Adrien. Oui, toujours. Je peux peut-être remettre la caméra, en fait, à ce moment. On peut. Et donc ensuite, on va prendre la question d'Anaïs, qui dit « Il est dit dans le développement personnel que les blocages émotionnels, qui nous causent tant de souffrance, sont dus à des nœuds énergétiques dans nos corps subtils à dénouer. Qu'en pensez-vous? Votre programme travaille-t-il sur les nœuds énergétiques? Non, c'est très clair sur ça. Donc, ça ne travaille pas sur les nœuds énergétiques. En fait, pour moi, ce genre de vocabulaire m'est assez étranger, mais en fait, je trouve ça assez hermétique, parce que pour moi, je ne sais pas ce que c'est un nœud, je ne sais plus c'est quoi le terme nœud comment, tu dis? Nœud énergétique. Ben, pour moi, je ne sais pas ce que c'est un nœud énergétique, et donc je ne sais pas répondre à ça. Et pour moi, c'est du vocabulaire qui n'est pas assez précis. Moi, j'aime bien pouvoir vraiment palper et mesurer quand on utilise des mots, et j'essaie d'être précis dans mes mots. J'espère que c'était clair quand j'ai utilisé des mots, j'espère que c'était précis pour vous aussi. Ben non, les nœuds énergétiques, je ne sais pas c'est quoi. Donc les corps subtils, c'est pareil pour moi. Les corps subtils, ce sont juste, on pourrait dire que ce que moi j'appelle les champs de perception sont les corps subtils. On pourrait dire ça. Les corps subtils, c'est l'esprit, quoi. Il n'y a pas d'autre. Il y a le corps physique et puis il y a les corps subtils, mais tous les corps subtils pourraient se résumer pour moi dans le simple mot esprit, qui est aussi perçu. Et donc, ce à quoi je fais référence et ce à quoi mène l'ultiméditation, ce n'est pas à travailler sur ni le corps physique ni le corps subtil, c'est à justement découvrir, comme je le dis depuis le début de cette présentation,
ce que vous êtes, ce que nous sommes, au-delà du corps et au-delà de l'esprit, en dehors du corps et en dehors de l'esprit, donc en dehors des corps subtils, au-delà même des corps subtils, au-delà des blocages et des nœuds énergétiques. Et il se peut, mais ce n'est pas le but premier, que cela résolve des blessures émotionnelles liées à des nœuds énergétiques et à des dysfonctionnements ou des déséquilibres des corps subtils. Mais pour moi, tout ça, en fait, je vais pousser un coup de gueule. Je suis navré si je choque certaines personnes, mais j'ai moi-même rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans l'énergétique. J'ai moi-même été formé à différentes techniques de soins énergétiques. Et pour moi, quand on parle de ce genre de choses, c'est la porte ouverte à la manipulation ou à la, comment dire, au fait de faire croire que quand on est par exemple un énergéticien, si je vous dis oui, alors si vous souffrez, si vous avez telle ou telle blessure, c'est que vous avez des blocages au niveau de vos corps subtils et moi je peux vous aider à les résoudre. Et donc du coup vous êtes dépendant de moi parce que je vous parle de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas ce que c'est et que vous ne pouvez pas expérimenter par vous-même et vous faites confiance à l'autorité du thérapeute ou de l'énergéticien, etc. Et je ne dis pas que ce sont tous les thérapeutes comme ça, je pense pas, j'espère pas, mais il y a beaucoup de thérapeutes qui, j'en connais en tout cas, beaucoup c'est peut-être vite dit, mais il y en a qui abusent de ça, qui abusent de leur autorité en disant ben voilà, moi j'ai la capacité de te soigner. Et dans mon expérience, ce qui est vraiment le plus utile dans les soins énergétiques, c'est vraiment la capacité de personne à lâcher prise, à faire confiance à effectivement une autorité extérieure en l'occurrence, mais quelque part ce qui moi me dérange, ce que je déplore, c'est qu'on puisse parfois exploiter et abuser de la confiance et de la naïveté de certaines personnes pour générer de l'argent au détriment de l'ignorance ou de l'inconscience de certaines personnes. Donc moi, je me méfie beaucoup en fait dans les thérapies énergétiques, dans tous les milieux New Age, je dirais. Il y a beaucoup de formes de thérapie qui naissent, et ça pousse comme des champignons, comme on dit. J'en apprends pratiquement tous les jours des nouvelles formes de thérapie qui existent, qui se développent et qui proposent tel ou tel nouveau truc, etc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui vient m'enlever une forme. En tout cas, moi, ce qui me dérange, c'est quand ça vient m'enlever une forme d'autonomie. Et mon souhait, moi, c'est vraiment de vous donner de l'autonomie dans cette pratique et dans cette technique pour que vous puissiez le faire vous-même et que vous ne soyez pas dépendant de moi, parce qu'en fait, c'est quelque chose aussi qui engendre de la souffrance au niveau humain. C'est la dépendance à d'autres, la dépendance à des parents, des enseignants, des hommes politiques ou de la banque ou bien un thérapeute ou ceci, cela ou un gourou, etc. Et ça, pour moi, c'est pas vraiment représentatif de la liberté au niveau de l'incarnation. Donc voilà, par rapport à ça. Mais voilà. Donc, se positionne pas, en tout cas, au niveau des corps subtils et des nœuds énergétiques. Ok. Alors ensuite, on va prendre encore les deux dernières questions. Ok. Moi, je suis encore disponible, si besoin. Ça marche. Déjà, donc, de Fleur qui dit « C'est vraiment très puissant, merci Adrien. En fait, cet espace sans forme dont on parlait tout à l'heure, serait-ce notre connexion à la source ?» Alors, j'ai pas voulu... je te remercie, Fleur, déjà, pour ton compliment. Et je n'ai pas voulu pousser trop loin les explications de ce que c'est. Mais quand tu fais l'expérience de cet espace sans forme, si c'est ce que tu as fait là, peut-être ce soir, je te le souhaite, tu réalises qu'en fait, c'est même pas la connexion à notre source, puisque dans la connexion à notre source, ça implique l'idée qu'il y a toi d'une part et il y a la source d'autre part. Et en vérité, dans cette réalisation de notre véritable nature, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a rien qui est séparé. Et tu fais qu'un avec toute chose, tu fais qu'un avec tout le monde, avec tout être, avec toute vie, avec tout objet, avec tout corps, avec tout animal, avec toute plante, avec toute chose. Il n'y a pas de séparation, en fait, puisque tout ce qui existe, tout ce qui peut être perçu, c'est-à-dire donc tout ce que je viens de nommer là, ça peut être perçu. Et par définition, tout ce qui peut être perçu se trouve à l'intérieur de ce que tu es, de ce que nous sommes. Et donc, nous sommes cette source indifférenciée, impersonnelle,
Et donc, ce n'est même pas nous qui sommes connectés à la source, c'est la source qui se reconnaît elle-même comme source. Tu vois? C'est pour ça que ça s'appelle la non-dualité aussi, puisque c'est non seulement la non-dualité au niveau du jugement bien-mal, mais c'est la non-dualité au niveau vraiment de l'expérience, de faire véritablement d'être un avec tout, avec tous. C'est pas seulement un concept ou une croyance, c'est vraiment l'expérience. Ok. Eh bien, Fleur, j'espère que ça répond à ta question. N'hésitez pas à chaque fois si vous avez besoin d'amplification. Ensuite, Suzanne qui demande, est-ce que c'est possible que l'âme, dans sa spécialité, capte plus spécifiquement la tristesse des gens plutôt que d'autres blessures? J'ai du mal avec l'association entre le mot âme et le mot spécialité, parce que pour moi, quand je parle d'âme, je parle de conscience, et pour moi, la conscience n'a pas vraiment de spécialité. Quand on parle de spécialité, tu as plus tendance à désigner une spécialité en lien avec le corps, avec l'esprit, en lien avec le mental ou enfin, la caractéristique du personnage, de la personne, de l'être humain, il n'y a pas de l'âme. Mais de manière générale, en fait, tout ce qui est perçu, parce que quand tu le captes, là aussi, je peux gueule, c'est que des fois, et je veux dire, j'en ai rencontré des personnes qui disent que c'est l'émotion des autres. Mais en fait, c'est une illusion de capter les émotions des autres, puisque en réalité, tout ce que tu perçois, c'est toi qui le perçois. Quel que soit ce que tu perçois, c'est toi qui le perçois. Les autres même sont des choses que toi tu perçois. Le monde entier, la réalité dans son entièreté, toutes les perceptions sont toi, en fait, sont perçues par toi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre ce que on se raconte. C'est juste une pensée en fait qui se superpose à une perception. On perçoit une tristesse, on se raconte que cette tristesse ne nous appartient pas. En vérité, il n'y a rien qui nous appartient. Nous sommes responsables d'absolument tout ce que nous percevons en fait, tout ce qui est perçu. À partir du moment où c'est perçu par toi, donc je ne fais pas cette distinction entre les tristesses, c'est un non-sens. Mais peut-être que en ce moment, il y a plus de tristesse et il faudrait savoir aussi, ce qui peut toujours être intéressant, c'est quelle est la croyance ou quelle est la pensée ou quel est le désir qui sous-tend ta question. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi de savoir, quelle est ton intention et peut être observé et peut être mis en perspective par rapport à l'ultime méditation. C'était clair quand même? Oui, on a un petit mot d'Aurélie qui... Enfin, j'ai tout entendu, donc dans le replay, ça devrait être perceptible. Voilà. Donc on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, il y a Claudine qui dit oui à tout ce qui fut expliqué au sujet de la source. Marjorie, merci pour cette explication claire. Je sais déjà tout cela, mais je suis ici pour me souvenir. Merci de m'aider sur ce chemin. Merci. Eh bien, merci à toi également, Marjorie, d'être là pour toi et d'être présente. Écoute, on va mettre un terme à cette conférence. En tout cas, Adrien, je voulais te remercier pour toutes ces explications claires que tu as pu nous transmettre. Je vous remercie à tous d'être présents, vous qui êtes là en cet instant ou qui nous regardez en replay. Et puis, voilà, je vais vous souhaiter une très belle fin d'après-midi. On se retrouve lundi prochain. Et Adrien, voilà, je te laisse le petit mot de la fin. Super, merci beaucoup. C'était très agréable pour moi de faire cette conférence avec toi. J'étais honoré d'être ton invité pour ta première fois à l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Et puis, merci encore une fois à vous qui avez rejoint en direct cette présentation. Je vous remercie vraiment de votre présence, en fait, tout simplement, tous ceux qui ont participé, qui étaient vraiment avec nous. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un super bon moment, vraiment. Et merci aussi à tous ceux qui regardent le replay, en fait, sachant que, voilà, à travers la magie du temps, on est capable de se connecter même à des moments différents. Donc, merci à vous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et merci. Merci à tous et je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi. Au revoir. Bye.